Bonsoir à tous. Merci d'assister à ce webinaire organisé par les Cartésiens, l'association, le réseau qui rassemble les docteurs et doctorants de Paris, de tout établissement et de toute discipline de recherche. La petite parenthèse, c'est quoi? C'est une série de rencontres scientifiques et professionnelles qui invitent les jeunes chercheurs, docteurs et doctorants, à partager leur culture PhD. Alors pendant ces lives, on peut être amené à partager autour des sciences, autour du doctorat, et ce soir, on va partager autour de la poursuite de carrière. Et pour cela, on a la chance d'échanger aujourd'hui avec Marjorie Meunier, qui est socio-anthropologue et qui a créé son entreprise de conseil envers les entreprises. Salut Marjorie, Salut, ça va bien? très bien, très contente d'être là. Alors merci d'être avec nous pour évoquer donc, la poursuite de carrière. Alors ça va être intéressant parce que tu as un profil donc, dit SHS, sciences humaines et sociales, mais en général. Et en plus, ben voilà, tu es entrepreneur. Aujourd'hui, c'est très à la mode quelque part, et c'est aussi effectivement une poursuite de carrière qui peut être favorable en fonction de vos disciplines, de vos envies. On va questionner tout ça avec Marjorie. Avant de rentrer dans les détails, Marjorie, est-ce que tu peux nous détailler ton parcours de la thèse à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je viens plutôt d'un master sociaux. J'ai fait ma thèse en Chine sur en fait, l'économie des communautés, en particulier religieuses, qui sont extrêmement innovantes. Et puis en revenant ici, en écrivant ma thèse, je me suis aperçue que mes connaissances elles pouvaient être intéressantes, pouvaient avoir une utilité pour les organisations dans lesquelles j'étais, en particulier les associations à l'époque. Et donc, j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, Alterna R&D. Donc, c'était en 2016. Ok. Alors, ce qui a quelque chose de très fort, parce qu'on a discuté avant, euh, c'était la recherche d'un impact, c'est-à-dire de réutiliser ce que tu avais appris, les compétences développées, et comment tu pouvais les utiliser pour vraiment créer quelque chose qui a du sens, qui puisse améliorer certaines pratiques. Oui, alors effectivement, en fait, je pense que ça vient de très loin, que j'ai un peu envie de changer le monde. Alors maintenant, c'est à la mode, mais peut-être avant, pas forcément. Mais ça fait très longtemps et je me dis que l'économie, c'est là où il faut commencer. Et en fait, oui, quand je suis rentrée de Chine, je me suis vite aperçue qu'en fait, tout ce que j'avais appris me servait dans les milieux associatifs où j'étais, à l'époque bénévole. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je peux les aider. Toutes mes connaissances, elles ont une utilité dans ce milieu-là. Et je peux les aider à travers ce que je sais faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai commencé à tester, disons, mes compétences dans un milieu très bénévole, donc assez bienveillant, pour savoir si ça pourrait être ma carrière finalement plus tard. Et effectivement, je me suis vite aperçue que plein d'aspects, que ce soit du fait de la thèse en tant que telle, du doctorat, mais aussi en sciences humaines, en fait, étaient très utiles au niveau quotidien dans les associations à l'époque. Dans tes démarches de recherche que tu menais en Chine, est-ce que tu peux peut-être nous décrire dans ton protocole ou dans tes outils, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a vraiment pu te servir? Alors, par exemple, les entretiens développés, qu'est-ce que tu as pu comme ça réutiliser et qui ont fait sens très vite au final au niveau associatif quand tu es revenu? Alors, déjà à ce niveau-là, au tout début, le côté diagnostic organisationnel. Essayer, il y a le côté vraiment essayer d'analyser comment l'organisation fonctionne, qui fait quoi, la division du travail, des choses de base quand on fait de la sociologie des organisations, les rapports de force aussi pour comprendre comment, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, en fait, on peut agir sur l'organisation sans un peu mettre les pieds dans le plat, sans faire de bourde, voilà, en étant fluide, en faisant en sorte que tout se passe bien. Mais effectivement, les entretiens, alors je ne faisais pas d'entretien à l'époque, parce que c'était pas forcément comme ça que les choses s'organisaient, mais en tant qu'anthropologue, en fait, on ne fait pas forcément des entretiens en tant que tel. On est sur le terrain, on pose des questions aux gens, on observe. Donc c'est exactement ce que je faisais en association.
Et là, la question de écouter les gens, creuser avec eux, tous ces savoirs-là qui sont des savoirs de base quand on est anthropologue, parce qu'on ne peut pas forcément leur dire, bon, est-ce que vous pouvez nous faire un petit entretien de 1 heure, c'est pas possible. Donc, on est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus dans la vie de l'organisation. Et ça, c'était typiquement les compétences qui étaient nécessaires à l'époque surtout, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je peux faire des entretiens, c'est plus simple. Mais à l'époque, dans des associations où j'étais bénévole, je n'allais pas demander un entretien aux gens. Et du coup, les interactions que tu as pu observer en Chine, potentiellement, elles sont très différentes. Là, les systèmes d'interaction sont différents. Est-ce que ça a été simple pour toi de transférer ça sur le terrain en France, dans les associations, ou il y a eu une adaptation à observer? Alors, il y a eu une adaptation, mais comme je disais, le master de socio que j'ai fait avant, en fait, j'étudiais déjà les entreprises et les associations. Donc, j'avais toute cette connaissance où je me posais beaucoup de questions sur comment les entreprises peuvent, par exemple, concilier leurs valeurs et la viabilité économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent, il y a beaucoup d'entreprises, c'est très à la mode d'être engagées. Mais à l'époque, moi, je voyais beaucoup d'entreprises qui avaient des difficultés à concilier les deux. Et je me suis posé pas mal de questions à ce moment-là. Et en fait, en Chine, c'est plutôt des réponses que j'ai obtenues que l'inverse, en fait. Donc là, à ce moment-là, effectivement, les processus étaient très différents, la façon de fonctionner était très différente. Mais du coup, en fait, ça m'a donné des idées plutôt pour revenir et faire autrement. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que partir à l'étranger, aller observer des gens qui font différemment, qui ont une économie très importante. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui peut circuler dans certains endroits. Et pourtant, ils restent très, très centrés, très proches de leurs valeurs. Donc, c'était vraiment intéressant d'observer ça, puisque ça a répondu en fait à mes questions. Donc, une fois que je suis rentrée, j'avais pas forcément besoin d'adapter mes méthodes, mais par contre, j'ai juste adapté les solutions que j'avais trouvées là-bas, puisque c'est un autre contexte, c'est sûr. Mais en fait, la façon dont on se centre sur ses valeurs, maintenant, aujourd'hui, c'est très à la mode, la question de travailler sur ses valeurs, la vision, et puis pouvoir en dériver des choses, plein de plans d'action, une culture d'entreprise. Tout ça, c'est des choses que moi, j'avais observées à l'époque et donc que j'ai travaillé avec les gens dès que je suis rentrée en fait. Donc il y a eu une sorte de terrain favorable, si on peut dire ça comme ça, une sorte d'effet de mode, sur les valeurs, qui ont explosé. On va pas détailler sur les contextes, voilà, mais est-ce que du coup, il y a des éléments comparables, que tu as pu retrouver par rapport à ces valeurs que tu as pu observer, et peut-être les valeurs associatives? Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire? Ah oui, alors les valeurs associatives sont assez proches finalement. Hein, et aussi maintenant dans les entreprises, il y a des labels et des manières de s'engager qui sont finalement assez proches toujours de cette éthique. En fait, pour moi, les valeurs qu'on trouve dans le monde associatif, dans le monde taoïste où moi j'étais en Chine et dans ces entreprises-là, c'est finalement une éthique. Et être authentique, être cohérent avec ses valeurs, en fait, c'est simplement revenir à quelque chose qui est fondamental chez l'homme. C'est juste, on peut pas être incohérent avec ses valeurs, c'est pas possible. Et jusque-là, on avait un peu fait fi de tout ça. Mais aujourd'hui, on essaye de retrouver du sens dans notre travail, dans les organisations, dans le sens de l'entreprise en tant que telle. On veut que ça ait un sens pour nous, pour notre vie. Et ça, c'est quelque chose que dans le monde associatif, ça se fait très bien, dans d'autres mondes aussi. Dans le monde associatif, il y a d'autres difficultés, puisque là, c'est la viabilité économique qui est plus compliquée. Donc, il y a toujours un équilibre. Et effectivement, en fait, ces valeurs, elles commencent à devenir à la mode. Hein, le côté authentique, le côté s'engager pour les autres, être utile. Hein, une entreprise, ça doit être utile. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont très proches des valeurs taoïstes, en l'occurrence. Ouais, être utile, être responsable. Alors toi, c'est des valeurs, aussi que tu partageais, j'imagine, que tu avais envie, enfin, tu avais envie de construire ton parcours, comme ça, j'imagine, avec ces valeurs-là. En parlant de parcours, alors il y a à la fois, dans ce que tu dis, il y a à la fois l'importance du coup de l'associatif. Heu, comment, comment ça s'est structuré? C'est-à-dire, tu es en thèse, tu as ton projet pro, post-thèse à créer. Comment tout ça, se structure? Sachant donc que tu as
tu es déjà en associatif, tu me disais avant la thèse déjà, tu travaillais ou tu étudiais milieu associatif. Comment tout ça se construit? C'est-à-dire quand on est, pour mettre les pieds dans le plat, on est SHS, les débouchés ne sont pas toujours évidents. Toi, tu as ça, tu as ces thématiques-là, pardon. Comment ça se construit jusqu'à la fin de ta thèse, ton débouché, ton projet? Alors, en rentrant en thèse, en fait, je pensais plutôt faire de la recherche dans une ONG. C'était ce que je m'étais imaginé vu que j'étais dans ces milieux-là. Et puis, en pratiquant mon service, entre guillemets, du coup, mon activité en testant dans le milieu en bénévole, je me suis aperçue qu'en fait, je ne voulais pas être dans une organisation, mais je voulais aider les organisations en général. Donc, finalement, me mettre à mon compte et créer une organisation à moi pour pouvoir faire des services à plusieurs types d'organisations différentes. Et donc, j'ai testé cette activité et je me suis dit que j'aimerais monter une coopérative pour justement coller à ces valeurs qui étaient effectivement les miennes et très fortes. C'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Quand on est en SHS, on a beaucoup d'idéaux. On est très pétri un idéal fort. Et finalement, dans la réalité, quand on se confronte à la réalité, c'est pas simple. C'est pas ce qu'on avait imaginé et les gens avec qui je m'étais engagée n'avaient pas forcément la même démarche, le même rythme d'entrepreneuriat, entre guillemets, parce que même en tant que coopérative, c'est de l'entrepreneuriat, c'est vraiment monter un projet en tant que tel. Et du coup, je me suis retrouvée à créer ma micro-entreprise à cette époque-là, toute seule, parce que il y avait des demandes. J'ai un client qui est venu me chercher pour que je lui fasse une prestation rémunérée à l'époque. Et donc, je me suis dit, allons-y, on se lance, c'est le moment, il faut y aller. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Tout début, j'étais encore en thèse. J'avais fini d'écrire, heureusement, mais c'est vrai que c'était un rythme assez lent à l'époque. Hein. J'étais sur un client avec une prestation qui se passait très bien, et j'ai eu le temps à ce moment-là aussi d'apprendre toutes les règles de l'entreprise. On ne produit pas un document comme on produit un document pour l'université, c'est complètement différent. C'est tout des choses à réapprendre. Et donc là, ça a été une phase de transition à ce moment-là. Et quand j'ai passé ma thèse, j'ai eu mon oral, j'étais dans cette période-là de transition vers de l'entrepreneuriat. À l'époque encore tout petit, hein, c'était une petite activité. Alors, entrepreneuriat, quand on connaît un peu les tâches à réaliser ou les compétences à avoir, à développer, pour décortiquer un peu un cliché qui est que l'entrepreneuriat, ça peut faire peur. Il y a plein de raisons à cela. Déjà parce que, en SHS, alors, en fonction de la discipline, voilà, SHS c'est large, mais on ne développe pas forcément les compétences liées au budget, liées à des demandes de financement, des choses comme ça. Est-ce que toi, euh, déjà, est-ce que ça t'a effrayé et vers quoi tu t'es tourné? C'est-à-dire, quelle démarche pour t'entourer, structurer ce projet-là? Parce que il y a quand même un certain nombre de choses à découvrir, à apprendre. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé pour finalement te lancer dans ce parcours-là? Alors, j'étais pas vraiment effrayée au début. Je me suis dit, allez, on y va, on va créer. J'ai envie de le faire, faisons-le. J'étais surtout dans le milieu associatif. Finalement, j'étais dans mon milieu, donc ça se passait bien. Et c'était pas trop compliqué. Effectivement, une fois de temps en temps, il fallait réapprendre à faire quelque chose parce que c'était pas les mêmes langages ou les mêmes normes. Mais finalement, ça se passait bien. Et puis après, je me suis un peu lancée vers les entreprises parce que je me suis dit, voilà, le monde associatif, c'est super bien, j'adore. Mais en même temps, si je veux avoir un impact réel, il faut que j'aille aussi vers les entreprises où ils sont un peu plus loin finalement de cet idéal-là pour les aider justement peut-être mieux, peut-être c'est eux qui ont le plus besoin de mon aide. Et là, à ce moment-là, ça a été un petit peu plus difficile parce que le monde des entreprises est encore plus loin du monde de l'université. Et donc, ça a été encore une autre réorientation à donner à l'entreprise, à mon service, à ma façon de communiquer, à ma façon d'expliquer ce que je faisais. Et là, à ce moment-là, donc, je suis rentrée dans un incubateur de l'Université de la catholique de Lille.
qui s'appelle Hub House. Et en fait, ça a été vraiment nécessaire parce que c'est à ce moment-là il y avait des ateliers, il y avait des suivis avec des professionnels. Et c'est à ce moment-là qu'on se sent devenir professionnel, un vrai chef d'entreprise. Et on est accompagné dans les compétences de comptabilité, juridique, des choses qu'on n'a jamais eu à faire et qu'on ne voulait jamais avoir à faire à la base, et qui m'ont fait un peu peur. Ça clairement, c'est ces choses-là. Et du coup, là, c'était vraiment rassurant d'être avec d'autres qui pouvaient nous dire, ah bah oui, bah pour faire ça, tiens, tu peux aller voir un tel, il n'y a pas de souci. C'était vraiment très important. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs, qui est devenu très proche. Donc, du coup, dans la vie de tous les jours, il m'aidait beaucoup. Et ça, c'est très important parce que se lancer tout seul, ça peut faire peur, ça peut donner envie d'être entrepreneur, mais en réalité, dans la vie réelle, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est comprendre comment les choses fonctionnent, savoir à qui demander l'information. Et ça, c'est très important parce que quand on n'est pas accompagné, ben, c'est très difficile d'avoir tout ça, d'avoir du réseau aussi, de pouvoir trouver un financement. Là, moi, j'ai fait appel à une plateforme de France Initiative pour avoir un prêt d'honneur, comme beaucoup, avoir un parrain, un mentor, parce que ça, c'est très important aussi. Il vous renvoie plein de choses par rapport à ce que vous faites, comment vous faites. Vous ne communiquez pas assez bien, c'est pas assez punchy, il faut aller plus à droite, plus à gauche. Finalement, on ne sait pas tout seul et on peut mettre très très longtemps à ramer tout seul. Donc l'accompagnement, ça a été très très important pour moi. Donc, on retient déjà, oui, alors comme la thèse finalement, faut pas rester seul, faut s'entourer. Alors, on reviendra là-dessus sur les démarches ensuite un peu plus longuement, mais d'abord, on l'a vu, l'associatif déjà. J'aimerais qu'on revienne, alors qu'on revienne pas nécessairement, mais en tout cas pour conclure un peu ça, j'entends que l'associatif, il faut s'en servir comme outil. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ton parcours, déjà, bon, moi, c'est ce que tu l'étudiais, enfin, c'était aussi dans le cadre de tes recherches, mais ça t'a permis, pardon, en premier lieu de te former, de t'essayer, de tester des choses. Donc, bon, en fonction des disciplines, je pense que c'est important aussi de pas, alors je sais pas, chacun a son rapport à l'associatif, mais en tout cas, là, tu nous as dit que tu avais un incubateur au sein même de l'université. Il y a aussi des associations. Ben, n'ayez pas peur d'approcher les différentes structures déjà qui vous sont proches, c'est-à-dire liées à l'université, renseignez-vous à l'université. Et voilà. Après, pendant la thèse, bien sûr qu'on est pris par plein de choses, mais il faut se renseigner le plus tôt possible. Et voilà, ça peut aussi créer des débouchés, créer des opportunités, des rencontres. Donc voilà, n'attendez pas pour ça. J'aimerais savoir, avant qu'on revienne sur les aspects plus pratiques sur les démarches, finalement, quels usages des SHS dans les entreprises? Parce qu'on développe énormément de connaissances, voilà, des outils, des approches, beaucoup d'observations en ce qui te concerne. Voilà, comment un SHS, avec tout ce qu'il sait, il réutilise tout ça à l'approche des entreprises et des problématiques qui sont potentiellement éloignées de nos thématiques de recherche. Alors, il faut savoir que les SHS sont en fait très, très utiles et peuvent servir à plein de choses dans les entreprises, parce qu'on a en fait énormément de clés sur l'humain, sur la société, sur plein d'aspects qui peuvent être vraiment importants pour les entreprises, parce que pour eux, la connaissance, en fait, c'est crucial. C'est une maîtrise de l'incertitude qui, pour eux, peut être vraiment très difficile à appréhender. Donc, nous, on a des clés. Et clairement, moi, je le vois avec mes clients qui, des fois, arrivent en me posant des questions simples sur leur collaborateur. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Et alors, donc, je leur explique, ben voilà, tu vois, là, il y a une question de la socialisation, elle s'est passée comme ça, et peut-être que c'est de là il va faire ça comme ça. Et j'ai pas la réponse exacte puisque j'ai pas fait l'étude pour l'instant, par exemple, sur ce client-là, mais je peux lui donner des clés pour qu'il essaye d'aller creuser par lui-même. Donc, clairement, je pense qu'on a vraiment des clés en SHS, c'est clair et net. En plus, on a des outils, des méthodes qui, pour moi, me sont très chères. Je suis très, très proche des outils et des méthodes. C'est des choses que j'enseigne à l'université, mais aussi à mes clients.
parce que comme j'emmène mes clients sur le terrain avec moi, je leur transmets quand même un certain nombre de choses avant. Et pour moi, les outils, c'est clé parce qu'on a une posture de compréhension des choses en profondeur qu'on ne retrouve pratiquement nulle part ailleurs. Parce qu'en plus, on a une vraie connaissance de l'environnement, des tendances, de plein de choses qui font qu'on a une vision vraiment profonde et donc propre qui peut être vraiment super important pour les entreprises parce que finalement, elles sont dans un environnement qu'elles connaissent plus ou moins bien. Moi, mes clients ne connaissent pas très bien leurs clients. Ils connaissent pas forcément entièrement leur environnement. Ils connaissent souvent leurs concurrents, mais pas l'environnement en tant que tel, le sociétal. Et clairement, en fait, maintenant, ça commence à être la mode aux États-Unis, par exemple, dans les entreprises comme Google, des grosses entreprises, d'engager des anthropologues, notamment pour le design thinking, parce que je ne sais pas si vous connaissez le design thinking, c'est très à la mode, c'est une méthode pour créer des services, mais en prenant en compte l'usage des gens. Et la base, en fait, c'est l'ethnographie. Donc, nous, on a toutes les méthodes pour pouvoir faire tout ce que les entreprises veulent, c'est-à-dire adapter leurs services à leurs clients, adapter leur communication, et puis plus largement, en fait, savoir quelles sont les pratiques de consommation de leurs clients. Par exemple, ça, c'est quelque chose d'assez large. Souvent, là, maintenant, il y a des groupes d'anthropologues et de sociologues qui sont dans les entreprises en France, donc on est souvent en contact. Et par exemple, il y en a pas mal qui vont étudier quelles sont les pratiques de consommation des gens. Et ça permet aux entreprises qui sont sur ces marchés-là de savoir quelles sont les prochaines tendances, pourquoi ça baisse, pourquoi ça augmente, enfin, d'avoir une vision des choses qu'ils n'ont pas en fait à la base. Et donc, c'est plein de connaissances qui sont vraiment très, très utiles. L'humain, l'organisationnel, dès donc on étudie l'organisationnel, on va pouvoir aller chercher où est la source du problème et expliquer aux gens beaucoup plus en profondeur plutôt que d'aller mettre une rustine. Voilà, les gens ne travaillent pas ensemble faisant du collaboratif. Ça, c'est le truc de beaucoup de consultants. Je ne veux pas dire du mal des consultants, mais dans le sens, voilà, c'est à la mode, donc on va faire du collaboratif. Bon, en fait, peut-être que c'est pas du tout là qu'est le problème. On peut mettre autant de méthodes en place qui nécessaires, mais en fait, peut-être les gens, en fait, n'ont pas du tout envie de faire ça et ça va pas bien se passer. Donc, on a vraiment une connaissance qui est en fait cruciale pour le développement des organisations. Aller chercher de l'information, aller chercher où est le problème, la problématique de l'organisation, comprendre l'environnement, comprendre leurs clients. On a énormément de connaissances et d'outils utiles. Oui, c'est marrant parce qu'il y a, comme beaucoup de chercheurs, mais c'est aussi vrai pour les sciences humaines et sociales, on est souvent assez attaché à ces recherches, évidemment, on y passe beaucoup de temps. Et du coup, dans le projet professionnel, on peut potentiellement être bloqué, c'est-à-dire comment je vais réutiliser ou j'ai envie de rester, de faire la recherche. Si je n'ai pas de poste strictement sur mes recherches, je suis un peu moins content. Donc voilà, c'est intéressant de t'entendre parce que du coup, il y a une vraie prise de conscience, mais aussi de confiance à avoir sur les outils qu'on peut posséder et on peut en fait continuer, quand bien même il n'y a pas un poste de recherche qui ressemble strictement voilà, à nos travaux, on peut transférer ces outils, on peut transférer ces compétences sur d'autres secteurs. Donc voilà, il faut rester ouvert et ça m'amène au point que j'ai envie d'aborder avec toi, qui est plus cet aspect de communication. Parce que voilà, un chercheur, il a son langage, il a sa façon de présenter ses travaux, il a bien appris à le faire pour des congrès, et cetera. Comment finalement c'est passé pour toi quand tu as dû aborder d'autres acteurs, d'autres types de communicants, de types de savoir, de types de langage? Alors, en préambule, je dirais que j'avais une chance qui n'en était pas une à l'époque, mais finalement, ça en est devenu une. C'est que je ne suis jamais trop rentrée dans les cadres académiques. Alors, j'ai écrit ma thèse dans les bons cadres et tout ça, mais l'écriture en tant que telle me venait pas facilement. Moi, j'aime bien parler à l'homme de la rue.
Moi, j'aime bien vulgariser et lui raconter des choses simples. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on a appris tellement de concepts et de connaissances très cadrées. Même quand on essaye de dire les choses simplement, on se retrouve à utiliser des mots que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Même des gens qui ont quand même déjà des connaissances, enfin qui ne sont pas stupides, quoi, hein, clairement. C'est des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, mais ils n'ont pas forcément les concepts que nous, on a appris. Et du coup, il a fallu faire ce travail-là, même si je parlais quand même déjà assez simplement, j'écrivais de manière assez simple, parce que écrire pour l'entreprise, ben, c'est déjà faire des choses très synthétiques, très, très cadrées, très courtes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de verbiage. On ne va pas aller s'expliquer en longueur des trucs. Il faut que ce soit très clair, straight to the point, comme disent les Américains. Et on va pas te demander le pourquoi du comment, en fait. C'est oui ou, enfin, c'est simplifié, évidemment, c'est pas oui ou c'est non, mais dans le sens, ils ont besoin d'une réponse à une question. Comment ça marche, ça peut les intéresser, mais on va pas faire des choses très déliées, très poussées, quoi. Et évidemment, on a besoin de cette connaissance-là pour pouvoir faire quelque chose de synthétique, parce que même si c'est synthétique, ça a besoin d'être finalement assez dense. Mais on doit réduire, on doit retravailler à chaque fois la connaissance pour qu'elle soit vraiment dans le format de l'entreprise. Et finalement, il y a plein de choses que j'ai dû transformer une fois que je me suis adressée aux entreprises. Ma communication à moi, clairement, ma façon d'expliquer ce que je faisais, par exemple, c'était quand même très, très orienté méthode, outils, sciences humaines. Et maintenant, j'explique les choses plutôt de leur point de vue à eux. Et en fait, c'est ça, le but, c'est qu'eux puissent comprendre ce qui est utile. Et tu parlais de la recherche. Clairement, moi, je fais encore de la recherche. Hein. J'ai tout ça sur mon bureau. Hein. Je n'ai pas été le chercher, c'est sur mon bureau. Donc, je continue à faire de la recherche sur des sujets qui m'intéressent et qui sont en lien avec les sujets de mes clients. Mais clairement, bon ben, je vais pas écrire des choses j'ai jamais voulu écrire de toute façon pour des revues ou des choses comme ça. C'est pas vraiment ma façon de penser, d'écrire. Mais par contre, je vais essayer de traduire des choses, des éléments qui sont dedans vers quelque chose qui peut leur être utile en tout cas. C'est un vrai travail, c'est pas facile. Parce que justement, nous, on est très empreint de notre formation, mais il faut vraiment se mettre à la place des gens et savoir dans ce qu'on lit, qu'est-ce qui peut être utile pour eux finalement, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont déjà savoir, peut-être parce que la sociologie, c'est aussi parler de choses, de la réalité des gens, donc bon, dans leur métier, il y a des choses qu'ils savent, donc faire la différence, pas être trop théorique, et puis voilà, parler de ce qui les intéresse finalement, et ça, c'est pas facile, parce qu'il faut vraiment se mettre à leur place. Ouais, mais pour le coup, comme tu l'as dit, ce sont vraiment des qualités qu'on peut retrouver dans pas mal de sciences humaines et sociales. Cette observation, analyse, écoute, analyse des discours, pour vraiment identifier la problématique voilà, réelle, en prenant en compte réellement les éléments provenant des sujets, du terrain. Donc voilà, effectivement, il y a de vraies forces à réutiliser. Est-ce que quel est, par rapport à ces, tu nous as parlé auparavant de valeurs, là tu mets en avant les qualités développées par la recherche, ta formation de recherche pour ton approche du terrain finalement, heu, sans forcément vouloir faire du marketing voilà, pour Alternat, mais comment Alternat finalement, c'est-à-dire toi, comment tu te positionnes différemment? Ou bien tu nous as parlé de communication, comment on transforme dans leur langage ce qu'on vient de se dire? C'est-à-dire, je suis en mesure de m'adapter voilà, à vos clients, à votre demande, à votre besoin. Comment est-ce qu'Alternat se communique ou se positionne vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il met d'autant plus en valeur voilà, les qualités SHS de manière générale? Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, clairement, moi, la sociologie me sert énormément aussi pour comprendre mes clients. J'étais là-dedans là, pendant le confinement, j'en ai profité pour faire une étude finalement marketing, pour comprendre mes clients, quel était leur pain point, comme on dit en anglais, quelle est la solution qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, enfin vraiment presque une recherche sociologique sur mes clients
bon, un peu, forcément, c'est que les outils, c'est plus superficiel qu'une recherche sociologique, mais c'est le même processus. Et à ce moment-là, du coup, je comprends qui ils sont, c'est quoi leurs problèmes, comment je peux leur parler, est-ce qu'ils sont plutôt rationnels, est-ce qu'ils sont plutôt, ils vont chercher quelque chose de créatif, ou voilà, c'est tout des choses un peu, vraiment assez individuelles là sur des gens comme ça. Mais du coup, savoir est-ce que je dois dire des choses de manière plus rationnelle, plus analytique, ou est-ce que je dois dire les choses peut-être d'une manière plus concrète, plus humoristique, enfin voilà, selon les types de personnes à qui je m'adresse. Et donc ça, bah, typiquement, voilà, c'était une étude que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour savoir comment leur communiquer correctement, enfin que ce soit intéressant pour eux. Et finalement, en fait, comment on communique et comment on communique à des gens qui ne sont pas de notre milieu, finalement, pour moi, c'est de la traduction. Donc, et comment on fait? Ben, on apprend la langue de la personne en face. Hein. Ben, moi, en Chine, j'ai dû apprendre, enfin, je parlais un peu avant, mais j'ai dû vraiment apprendre du chinois religieux, du chinois ancien, enfin, des trucs j'aurais pas imaginé, mais c'est en apprenant sur place que j'ai pu après en fait traduire les maîtres quand ils venaient en Europe. Et là, c'est exactement le même principe. J'ai appris la langue de mes clients, j'ai appris leur environnement. Quand ils utilisent un mot, ben, ce n'est pas forcément le mot classique que tout le monde utilise, ça a un sens dans leur contexte. Et ben là, pareil, de la même façon, je vais pouvoir traduire ce que moi j'ai appris dans mon langage, notre langage SHS, et dans leur langage à eux. Et alors là, clairement, par contre, on ne traduit pas tout. Hein. On fait une traduction très synthétique et très vulgarisatrice. Pour moi, la vulgarisation, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est très important. Et dire des choses simplement, c'est très difficile, surtout quand il y a des idées complexes derrière, mais c'est d'autant plus intéressant pour les gens qui lisent ou les gens à qui on parle. Et c'est super important parce que si on commence à leur parler de trucs de concepts, de théories et tout ça, en fait, on passe à côté du but initial qui est de délivrer un message et de la valeur ajoutée à nos clients. Alors, si on veut parler directement aux jeunes chercheurs qui seraient, les doctorants même, qui seraient en train d'écouter, donc rassurez-vous, on peut aussi donc faire l'entrepreneuriat, continuer à faire de la recherche, hein, tu nous as montré, tu continues, voilà. Non seulement à en lire, mais aussi à réaliser des recherches par rapport à ce que tu fais. Tu nous as parlé de marketing, ça tu l'avais pas forcément appris auparavant. Tu nous parles là de traduction, donc de communication, vulgarisation scientifique. Voilà, c'est déjà des choses qui sont proches de la thèse, mais ça me pose une question, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait des formations complémentaires? Alors, quand tu étais dans le processus de construction de ton entreprise, voilà, tu as eu beaucoup d'informations et de nouvelles choses à apprendre, mais est-ce que concrètement, spécifiquement, tu as fait des formations, une formation en marketing, en communication, en quelque chose? Donc tu dis non. Est-ce Alors, que tu en as fait d'autres et lesquelles sont vraiment pertinentes, lesquelles t'ont servi? Alors, j'ai pas fait de formation complémentaire en tant que telle, mais je me forme constamment parce qu'en suivant des MOOC, je suis beaucoup les MOOC qui peuvent m'intéresser, pas forcément en marketing. Je trouve que la meilleure façon d'apprendre le marketing, c'est de regarder les marketeurs qui font des choses intéressantes ou en tout cas qui résonnent avec ce que nous, on pense être bien. Parce qu'il y a plein de façons de faire et il faut pas se violenter non plus. Il faut être cohérent avec qui on est. Et donc, une fois qu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on trouve bien, il faut réfléchir à comment il fait et à essayer d'un petit peu faire la même chose, tout en restant soi-même, hein, mais en apprenant comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je me forme beaucoup dans les MOOC parce que c'est souvent intéressant d'aller étudier ce que les gens font. Par exemple, en gestion de projet, la personne qui m'a accompagnée m'a dit absolument, il faut que tu te formes en gestion de projet. Et sur le coup, je n'ai pas forcément vu l'intérêt, mais maintenant que je gère des projets pour mes clients, c'est très important. Et plein de choses, plein de petites choses comme ça. Et il faut faire confiance aux gens aux mentors ou les gens qui nous accompagnent, parce que eux savent sur quoi on doit se former.
Ça peut être la communication. Là, c'est pareil, c'est aussi beaucoup de travail sur soi en fait. Hein. C'est aussi beaucoup de retravail, de retravail, de retravail. Je ne sais pas combien de versions de ma présentation professionnelle, dans le sens ma présentation d'entreprise, j'ai faite. Il y en a certainement 20, 30, plus que ça, j'en sais pas. Ça a été refait, 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 selon ce que les gens disent, selon ce qu'ils comprennent de ce qu'on leur dit, selon ce qu'on nous dit aussi, les critiques constructives. Il faut tout prendre et en faire son gloubi-boulga, quoi, entre guillemets, et retravailler, 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 se former sur le commercial aussi. Là, moi, j'ai plutôt suivi une formation sur le commercial. C'est très difficile pour moi, en tout cas, de faire du commercial, et je pense qu'en SHS, on est un peu pareil. Et ça, par contre, j'ai vraiment suivi une formation en tant que telle, parce que c'est super important. Et la première chose qu'ils disent d'ailleurs, c'est qu'il faut connaître vos clients. Bon, bah là-dessus, du coup, j'ai été faire mon étude marketing toute seule et je m'en suis très bien sortie. Mais il y a des choses aussi sur la façon dont on aborde les gens, dont on garde la discussion avec eux. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était difficile. Et il faut justement se former sur ce qui est difficile. Parce que c'est ce qu'on ne va pas réussir à faire tout seul. Et tant qu'on ne se fait pas former, en fait, on ne peut pas avancer. Et même si ce n'est pas facile parce qu'il faut passer plein d'angoisse, on se dit, bah oui, mais alors en fait, moi, je vais me vendre, enfin, des choses qui sont dans notre tête, en fait, hein, tout simplement, mais qu'il n'est pas facile de dépasser toujours. Ok. Ce que je retiens en partie, c'est qu'il y a beaucoup une ouverture sur le monde à faire, en fait. Quand on est en thèse, ben forcément, on a un peu la tête dans le guidon sur les travaux. C'est un peu un choc, déjà, il faut l'accepter. Enfin, de toute façon, le projet pro, il faut que ça vienne de nous-mêmes et il faut qu'on soit convaincu, ça c'est sûr. Mais c'est un peu un choc de se lancer dans un tel projet d'entrepreneuriat, j'imagine. Ça dépend de personnalité, évidemment, mais donc déjà, s'ouvrir au monde, sortir de ces travaux. Là, tu nous parles effectivement des différentes formations. Donc, faire des formations sur ce qu'on ne connaît pas, bon, bah, ça semble logique. Bon, bah, on a tous des formations doctorales. J'aimerais que tu nous décrives un peu, tu nous as parlé tout à l'heure que tu étais allé vers l'incubateur de ton université et que c'est comme ça que tu avais rencontré voilà, ben, un formateur ou un encadrant. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus comment ça s'est passé en fait, quand tu es allé vers cet incubateur? Alors, ça n'a pas été facile, pour dire la vérité. Vraiment, au début, je ne voulais pas. J'avais rencontré quelqu'un qui accompagnait les entrepreneurs avant et il m'avait vraiment poussé à aller à l'incubateur. Et en fait, je ne voulais pas, j'avais cette appréhension, je ne voulais pas y aller. Pourtant, il y avait un bureau gratuit, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et puis, c'est avéré que du coup, c'est devenu tout proche de là où j'habitais. Et j'en avais marre de travailler chez moi. Et je me suis dit, bon, bah, allez, un bureau gratuit, même si je suis pas trop à mon aise, c'est pas grave. Parce qu'en plus, je travaillais beaucoup sur les coworking au milieu associatif. C'est ça qui m'intéressait, c'était le côté innovant et les coworking. Et je me rendais bien compte que je n'aurais pas forcément apprécié travailler dans tous les coworking que j'ai vus. Donc, j'avais un peu peur d'aller dans l'incubateur où il y avait un coworking. Et finalement, donc, je suis arrivée là, j'ai rencontré la directrice qui était très agréable, très, très bienveillante. Et du coup, l'ambiance m'a plu. Je me suis installée. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à faire l'accompagnement. Au début, ça a été difficile, mais ça m'a vraiment structurée parce que on va au bureau, on est avec d'autres entrepreneurs, on parle de leurs projets, de notre projet. Tout d'un coup, tiens, il y a le Media Lab de l'université qui vient faire une vidéo sur les entrepreneurs pour leurs médias. Tout le monde y passe, quoi. Enfin, si tu veux, tu y passes. Mais du coup, bon, l'idée, c'est quand même d'être là pour tester, d'essayer. Et donc, c'est la première fois que j'ai fait une vidéo à ce moment-là. Et c'était très, très enrichissant et ça m'a montré plein de trucs qui n'allaient pas. Mais c'était vachement important et toutes des choses comme ça où tout d'un coup, bon, bah voilà, ah bah tiens, ils font des conférences. Est-ce que tu voudrais pas faire une conférence sur ce que tu fais? Et là, j'ai fait ma première conférence, par exemple. C'était des choses comme ça, un atelier et ça nous oblige un petit peu à nous pousser à faire des nouvelles expérimentations au-delà de ce qu'on se dit, bah oui, bon, je fais ça, j'ai un client, machin. Et en fait, on pourrait faire d'autres choses et essayer des nouvelles choses.
Et finalement, maintenant, faire une vidéo ou faire une conférence, c'est super important. Tout le monde en fait et on peut pas être c'est difficile d'être entrepreneur sans le faire finalement. Et c'était à ce moment-là que là, on commence à se prendre au sérieux d'une certaine manière et on commence à sentir qu'effectivement, on devient professionnel, un vrai professionnel, c'est sérieux, on a une entreprise et finalement, ça met les choses en route en fait. Tout simplement, c'est comme une machine. Et alors après, le coworking en tant que tel, effectivement, moi, me convenait pas totalement. Le vivre en open space, c'était pas mon truc. Donc maintenant, voilà, je suis dans un bureau fermé qui est à moi, avec les petites post-it au mur et tout ça, et mon stagiaire qui vient d'arriver. Et ça me convient très bien. Mais finalement, cette phase incubateur a été vachement importante. Sans la phase incubateur, je serais pas là aujourd'hui, en fait. Hein. Donc ça rejoint l'idée de surtout pas rester seul et de très vite aller chercher des gens dont c'est leur métier, hein, d'aider de toute façon à développer des projets. Alors il y a énormément de structures comme ça, incubateurs, accélérateurs, il y a plein de noms. Mais en tout cas, renseignez-vous bien. Comme tu le dis très bien, il ne suffit pas juste d'en trouver un, il s'agit aussi de voir comment on peut s'y sentir bien aussi. Il y a différents fonctionnements. Donc c'est bien de parler à d'autres qui y sont passés, d'autres types de projets. Mais en tout cas, moi, je retiens l'aspect collectif. Quand bien même on peut monter une boîte, voilà, c'est le mot que j'utilise, mais monter une activité seul, bon, ça reste une démarche seule si c'est le cas. Mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'il faut pas s'inscrire dans des collectifs, dans des réseaux, pour être accompagné. Parce que bon, comme tu le dis, ça a été primordial d'avoir cet accompagnement pour différents points de vue. Alors, il y a une question sur, tu évoquais les MOOC tout à l'heure, et le fait d'innover et de se tester sur d'autres choses. Est-ce que toi, tu envisages justement, alors je ne suis pas sûr de comprendre très bien la question qui a été strictement écrite sur le fil, mais à ce que je comprends, est-ce que toi, ça t'intéresse peut-être de réaliser des MOOC, je ne sais pas, sur ton activité, sur comment entreprendre quand on est socio-anthropologue, je ne sais pas, est-ce que ça t'intéresse, ce genre de choses? Oui, oui. Alors justement, après le confinement, je vais prendre effectivement un peu cette tendance de vidéos sur Internet. Je vais lancer un MOOC en septembre qui est une spécialisation de gestion de projet, justement, celle que j'ai suivie. Et finalement, comment on se sert des outils de l'anthropologie et de la sociologie pour faire finalement de la gestion de projet. Et ça paraît étrange, mais en fait, pas du tout. Les outils qu'on utilise dans l'écoute, dans la compréhension, dans aller chercher le besoin et tout ça, c'est des choses qui en fait sont très utiles quand on gère un projet, quand on fait plein de choses de toute façon dans les entreprises. Hein, en général, dans la vie en général, c'est utile. Mais là, du coup, on va l'appliquer en particulier en gestion de projet. Et puis, je pense que ce sera un tremplin pour nous faire un MOOC peut-être plus précis sur l'intérêt des sciences humaines en entreprise. On verra, c'est encore cela, ce sera un webinaire en septembre sur ce sujet-là. Et puis, moi, je fais un peu ce qui vient spontanément à l'inspiration, puis ce qu'on me demande, en fait. Hein. Moi, je suis les demandes des gens. Donc là, à partir de là, on fera peut-être un MOOC là-dessus sur cette question-là, former des gens, puisque c'est quelque chose que je fais. Je fais de la formation à l'université et en entreprise. Peut-être en faire un MOOC, oui, complètement, sur les méthodes et les outils et comment ça peut être utile dans différents contextes. Moi, je l'utilise beaucoup pour aller rencontrer les clients de mes clients. Hein, donc, j'emmène les collaborateurs rencontrer leurs clients. Ça peut être en gestion de projet, ça peut être en diagnostic organisationnel, ça peut être dans plein de contextes différents. Oui, oui, ce sera fait, du coup. Bon, super, on a répondu à une question. Donc, très bonne question finalement de la personne. Et voilà, tu viens de nous faire la preuve de ta démarche, c'est-à-dire d'identification des besoins et voilà, des choses utiles. Je serais le premier à y souscrire, moi, à ton MOOC, pour le coup. Donc, je trouve ça Avec plaisir. vraiment intéressant. Est-ce que, alors, il y a des MOOC sur lesquels on peut voilà, découvrir la gestion de projet, on peut tout connaître à travers les MOOC aujourd'hui. Est-ce que tu penses que également la sociologie, l'anthropologie peut s'apprendre à travers un MOOC? Alors ça, c'est une question complexe. Quand je fais des formations, j'emmène toujours les gens sur le terrain. Je les emmène faire de l'observation, je les emmène faire des entretiens.
Et je ne peux pas penser l'enseignement de la sociologie et de l'anthropologie sans une mise en contexte, une simulation du vrai terrain, quoi, parce que sinon les gens ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui se passe et comment on fait. Parce que pour certains, ça peut paraître évident, pour d'autres, ça peut paraître un peu effrayant d'aller parler à des gens. Et en fait, bon, bah, c'est juste, pour nous, c'est logique, c'est normal, mais du coup, il faut passer cette étape-là et les rassurer et les accompagner là-dedans. Dans le MOOC, je pense que je ferai faire des exercices aux étudiants et justement essayer de mettre en place quelque chose comme ça où il faut aller sur le terrain, parler avec d'autres gens de notre ressenti, être accompagné là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment, pour nous, pour ce qu'on fait, en tout cas, c'est très difficile de faire de la sociologie autrement que ça, ou de l'anthropologie. Évidemment, la plupart des MOOC qui existent en socio ou en anthropo, c'est souvent de la théorie. Il y en a quelques-uns qui existent, hein, c'est de la théorie majoritairement, parce qu'il faut aussi avoir des bases. Et quand on revient avec les participants et qu'on leur fait analyser leurs matériaux, ben, c'est difficile s'ils n'ont pas avant des bouts d'analyse possibles, des bouts de théorie pour qu'ils puissent comprendre comment regarder les matériaux, comment faire des focus pour pouvoir analyser les choses. Sinon, c'est pas, ça peut moins bien marcher. Mais oui, non, je trouve que le fait d'emmener les gens sur le terrain, c'est tellement important pour se rendre compte de ce que c'est et transmettre les pratiques de comment on fait de la sociologie. Finalement, c'est ça. Hein. On peut parler de sociologie en théorie, mais comment on fait de la sociologie, ça peut être que sur le terrain. Ça, on est complètement d'accord. Oui, puis en tant que chercheur, on vous dira jamais que c'est négligeable de faire des expérimentations. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà une idée de comment sera accessible ce MOOC? Ce sera en université ou au libre accès à celui qui a le lien ou... Alors, le MOOC de gestion de projet sera sur la plateforme de gestion de projet. On pourra me mettre en commentaire dans la vidéo. Après, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un MOOC très, très reconnu en tant que sur la gestion de projet. Donc, sur cette plateforme-là, ce sera en libre accès. Et nous, bah, pour l'instant, on ne sait pas encore, vu qu'on n'a pas encore tout réfléchi. De toute façon, on mettra en libre accès un certain nombre de choses sur des bases parce que je trouve que c'est très important. Enfin, c'est intéressant aussi pour tout le monde d'écouter, d'essayer d'avoir quelques bases, en tout cas pour pouvoir commencer. Je n'ai pas la prétention de transformer les gens en sociologues, mais juste au moins pour commencer, voir le monde différemment. C'est ce que les gens disent quand ils viennent en formation, c'est qu'ils se sont arrêtés, ils ont vu des choses différemment et que ils vont se poser plein de questions après et ça a changé leur façon de voir leur entreprise. On l'a fait à l'université, ça fait ça aussi. C'est assez rigolo. Donc ouais, ce sera certainement en grande partie en libre accès, je pense. Ok. Cette plateforme existante, elle est rattachée à une université? Non, non, pas du tout. Ah non. Là, en fait, c'est un professeur de l'université de Lille 1, anciennement Lille 1, l'USTL, qui a monté ce MOOC-là et c'est une plateforme en tant que telle, en fait. Hein, c'est vraiment. Voilà. On mettra le lien. Il n'y a pas Ok. de souci. Mais c'est donc accessible à tous, C'est des jeunes accessible à tous. entrepreneurs, des chercheurs. C'est accessible à tous. Ok, super. Ok, donc on retient donc oui, on peut se former au MOOC, mais il va falloir quand même du temps, évidemment, bah, pour acquérir des outils. Ben, quand on fait une thèse, on se forme longuement sur ces outils-là, Bien sûr. et évidemment qu'il faut un certain niveau d'empirisme pour les maîtriser, mais après, c'est toujours pareil, hein, c'est le temps et l'énergie qu'on peut y mettre et c'est accessible à n'importe qui. Donc en tout cas, super que de rendre ces approches-là accessibles et de partager ces connaissances-là, parce que c'est aussi une manière, à mon avis, pas qu'à mon avis, mais d'avoir un impact en fait. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de partager toutes ces méthodes-là et ce regard-là, c'est aussi une façon de changer les choses, voilà, d'une certaine manière. Donc voilà, merci, je dis merci pour moi-même d'abord, et les gens diront merci ensuite. Voilà.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres, donc on a parlé, voilà, des structures, d'accompagnement, potentiellement aussi les MOOC, voilà, les 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 zones, les plateformes accessibles pour la connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut identifier quand on se lance, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que alors sans, enchaîner sur une liste de conseils, c'est pas forcément ça, mais, est-ce qu'il y a des choses, primordiales, auxquelles il faut penser? Moi, je pense alors tu pourras sans doute dire, d'autres choses, mais je pense, revenir à expliciter, l'aspect réseau. Alors je veux pas, bassiner tout le monde, mais, on a déjà dit que c'était important d'accompagner et cetera. Mais comment, s'il y a d'autres choses à dire sur le réseau, je te laisse, développer. Oui, se faire accompagner, mais de toute façon, enfin, c'est la base, on ne peut pas faire quelque chose tout seul. C'est comme on ne fait pas de la recherche tout seul non plus. Finalement, bah, on ne fait pas une entreprise tout seul non plus. Donc, on va forcément aller rechercher des gens qui pourraient être intéressants et intéressés par ce qu'on fait pour nous aider. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait le plus de progrès. Parce que la personne qu'on a en face, on a identifié qu'elle fait très bien ce que nous, on ne sait pas faire. Et elle va nous dire, et ben voilà, pour faire ça, il faut que tu fasses ça, 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 ça. J'en ai trouvé un là dernièrement, un mentor, enfin, moi je l'appelle comme ça en tout cas, sur la communication, il est très très bon, il a une entreprise, et du coup, il m'a dit, bon bah voilà, tu veux faire un post, c'est comme ça, tu fais 2 lignes, une image, un contenu, un bidule, un machin. C'était très clair. Je me suis, moi, formée, j'ai suivi dernièrement tous les webinars, en particulier de marketing digital. Donc là, vraiment, c'est sur les réseaux sociaux, comment on publie sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, pour avoir de la matière, pour comprendre comment on fait. Donc là, vraiment, c'est par le réseau qu'on a plein de choses, parce que finalement, moi, je me suis inscrite à des webinaires de marketing digital par les réseaux dont je fais partie. Clairement, les entreprises que je connais sur le marketing digital, que j'ai identifiées, m'envoient leurs liens. Ça peut être aussi des réseaux. Là, je fais partie aussi du réseau Alliance, par exemple, qui est sur des valeurs très fortes. Là, pareil, c'est là que j'ai trouvé mon premier client, par exemple, parce qu'on a les mêmes valeurs et donc ça a très vite fonctionné entre nous. Et puis des réseaux plus de professionnels dans le même secteur ou qui vont aussi vous donner des bons tuyaux ou ah bah tiens, la nouvelle tendance c'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'on finalement on avance et qu'on apprend et qu'on, je dirais même, c'est comme ça qu'on va découvrir le monde qui entoure notre entreprise, en fait. Et si on reste dans notre coin, on ne peut pas vraiment proposer quelque chose qui a vraiment de la valeur, parce que, comme on disait tout à l'heure, il faut s'adapter. Donc, si on ne connaît pas l'environnement, on ne peut pas s'adapter à l'extérieur, aux clients, à l'environnement, aux tendances, à tout ce que vous voulez. Mais du coup, il faut pouvoir connaître cet environnement. Et comment on le connaît? En allant chercher des gens qui savent mieux que nous, des réseaux de professionnels, des réseaux d'entrepreneurs. Pour le financement aussi, c'est très important, je l'ai dit tout à l'heure. Pour tout, en fait, c'est la base de tout. Identifier les bonnes personnes, c'est vraiment comme ça qu'on peut faire, que ce soit l'apprentissage, que ce soit trouver des clients, que ce soit trouver des prescripteurs qui vont nous conseiller à des gens. C'est toujours par ce biais-là. Ouais, ça vous pousse dès vos études à commencer à développer ces démarches réseau, à s'exercer en fait, hein, voilà. Quand vous êtes encore «étudiant» entre guillemets, vous risquez rien. Donc, faites-vous à ce moment-là, tentez des choses. En plus, très souvent, les gens sont plutôt disponibles, hein, quand on leur demande des conseils, et cetera. Donc, faut pas hésiter. Faites-le pendant votre thèse ou si vous faites autre chose et que vous êtes là aujourd'hui, faites-le aussi pendant vos études. Hem, qu'est-ce que oui, tu parlais d'environnement. Il y a une question sur les territoires finalement. Donc là, tu es en France. Est-ce que et d'autant plus que tu as un profil, international, par tes recherches et aussi par, tes envies, je crois comprendre. Est-ce que tu interviens aussi à l'international ou juste en France, pour l'instant? Alors, on est plutôt basé en France pour l'instant, mais aussi avec la Suisse. Moi, j'ai des liens plutôt avec la Suisse, la Belgique. Donc, j'ai pas de problème avec les langues effectivement. Donc, comme tu dis, il y a plutôt un profil international. Mais disons que la Chine, là, c'est un petit peu
un petit peu verrouillé, donc c'est pas mon ambition forcément d'aller directement en Chine. Mais en Europe, oui, complètement. Il y a des pays qui sont quand même très ouverts aussi sur faire autrement. C'est un peu ça mon credo finalement, faire autrement. Et autant en France, c'est parfois difficile à passer, autant dans d'autres pays comme la Suisse ou la Belgique, c'est parfois beaucoup plus facile en fait. Alors, en fait, ce que tu fais là, c'est de l'interculturel. Oui. Toi, c'est ce que tu as fait dans tes travaux. Je connais déjà la réponse, mais j'ai quand même envie de poser la question. Euh, Est-ce que tu as senti très vite, on peut poser différentes questions là-dessus, mais est-ce que tu as senti tout de suite que ça pourrait être un point fort, cette analyse interculturelle? Et j'imagine que tu le réutilises, et si oui, comment? Alors l'interculturel, c'est même de très très loin parce que je suis fille de forain. Donc j'ai jamais eu la même culture que les gens qui m'environnaient dès que j'ai été à l'école. Donc très clairement, très vite, j'ai pris conscience de la culture, des normes, des codes, du fait qu'on fonctionnait pas de la même manière, on pensait pas de la même manière. Et puis ensuite, bon, je suis partie en Chine, j'ai fait pas mal de choses effectivement à l'international dans ma vie. Donc oui, l'interculturel, ça a toujours été quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que j'en fais toujours au jour d'aujourd'hui, tout simplement, même pas forcément une histoire de nationalité. Mais par contre, quand j'ai le monde de mon client et le monde de son client à lui, en fait, c'est deux mondes culturels différents en grande partie parce que bon, le monde de l'entreprise, c'est vraiment organisé autour de normes, d'efficacité, la cité industrielle de Boltanski évidemment, mais dans le sens, c'est vraiment des normes spécifiques et par exemple là, c'est sur des populations défavorisées qu'on travaille, donc il y a des normes très, très spécifiques, c'est presque une sous-culture. Donc, il faut presque essayer de les rapprocher et de les faire se parler, en fait. Hein. Et ça, c'est vrai que j'ai tout de suite, enfin, j'ai assez vite compris que j'aimais faire se rencontrer les gens et les faire dialoguer. Et c'est pour ça que je les forme aussi, parce que rendre un rapport, bon, bah, c'est voilà, ça, c'est bien, mais c'est pas souvent lu en entreprise. Ça a quand même assez peu d'impact, si ça en a un. Et alors que si on leur apprend à essayer de comprendre l'autre et à creuser avec lui, à comprendre son monde, finalement là, on crée un petit pont entre les deux mondes et ils vont réussir à comprendre, à se comprendre entre eux. Et effectivement, finalement, c'est de l'interculturel, l'inter-sous-culturel finalement. C'est important à retenir selon moi parce que dans l'identification des compétences voilà, des jeunes chercheurs, ben, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très identifié, alors que beaucoup de jeunes chercheurs ben, voilà, traversent un peu, enfin, voyagent hein, pour aller sur leur terrain d'études. Et voilà, faut être bien conscient que effectivement, c'est transférable ça. Que le fait de pouvoir, oui, identifier les codes de plusieurs communautés, eh ben, c'est une compétence qui est développée, quoi. Et le fait d'avoir une formation SHS, c'est une culture autre, il faut être fier de celle-ci aussi, il faut pouvoir vraiment la valoriser. Donc, enfin, voilà, j'essaie de l'expliciter parce que dans l'identification des compétences et sur parfois le manque de confiance que peuvent avoir certains jeunes chercheurs vis-à-vis de leurs compétences, leurs connaissances, leur profil vis-à-vis d'autres offres pardon, d'emploi, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile. Parce que bon, bah, le marketing, c'est partout, et bah, si on est en capacité, ben, justement, bah, comme tu le dis très bien, tu le décrivais, bah, de mettre des choses en résonance et de faire communiquer deux, deux clients ou deux communautés qui sont différentes, ça peut être très utile. Alors, il y a une question sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on parlait, j'imagine, de marketing. Il y a quels apports de l'entrepreneuriat pour un jeune chercheur? Alors moi, je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question, parce que ça semble un peu renversé dans le temps, mais je te la pose quand même. Alors, quels apports de l'entrepreneuriat, par exemple le marketing digital, pour un jeune chercheur? Dans l'autre sens, finalement, qu'est-ce Ouais. que ça apporte? Oui, parce qu'en même temps, on continue à faire de la recherche. Enfin, comme je continue à faire de la recherche, effectivement, je peux voir ce que c'est. Bah, déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir communiquer la recherche.
de pas rester tout seul avec sa recherche à soi, mais de pouvoir le communiquer. Donc, tout ce qui est le marketing, c'est ça, c'est comment communiquer à l'autre pour adapter le message à l'autre pour qu'il puisse comprendre et trouver intérêt à ce qu'on dit. Donc, pour la recherche, je pense que ce qui est important, c'est de communiquer ça, c'est ce qu'on trouve, ces découvertes, entre guillemets, ou en tout cas la recherche qu'on fait. C'est vraiment important. Enfin, il me semble que la vulgarisation de la recherche, maintenant, c'est à la mode, tout le monde en parle. Mais pour moi, c'est intéressant parce que finalement, plutôt que de discuter avec tout le temps les mêmes personnes dans les mêmes cercles, confronter sa façon de faire de la recherche avec d'autres personnes, c'est vraiment enrichissant parce qu'on se rend compte de ce que ça donne dans le monde réel, en fait, hein, au-delà des théories et des gens qui réfléchissent dans des colloques. Donc ça, par exemple, c'est très intéressant. La gestion de projet dont je parlais tout à l'heure, n'importe qui dans l'université qui doit gérer un projet et trouver un financement et toutes les questions difficiles de planning, des choses. Si on a une équipe, de gérer une équipe, pareil, de tout ce qui est traitement des charges, des plannings de charges. Ça, c'est des choses qui sont applicables dans l'université autant que dans l'entreprise, à mon sens. Hein. C'est finalement être entrepreneur, ça a des grandes similitudes, je pense, avec des gens qui sont chefs de projet entre guillemets. Je dirais ça dans l'entreprise, mais l'université, ça va avoir un autre nom, chef de formation, responsable de formation ou responsable de projet. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, qui communiquent en fait, qui se transmettent. Ouais, exactement. Moi, je rebondirais effectivement sur cette communication scientifique. Si quand bien même vous n'allez pas vers l'entrepreneuriat et que vous voulez continuer à faire de la recherche, de plus en plus aujourd'hui, comme tu le dis, voilà, c'est du management de projet. Donc l'entrepreneuriat, en fait, ça va vous apprendre à manipuler des outils, des nouveaux outils pour vous organiser différemment, voilà, dans l'objectif dans l'optique d'un but. Donc ça peut ouvrir, au-delà du fait de former, ça ouvre effectivement à d'autres codes qui sont largement utilisés. Si on parle strictement de communication scientifique, il y a cette question d'adaptation au public. Donc quand on fait de la communication scientifique, on peut être amené à parler à des entrepreneurs, à des entreprises, à des enfants, voilà, à tout type de public. Et effectivement, peut-être d'avoir des initiations entrepreneuriat, des formations, des choses comme ça, oui, ça peut ouvrir les yeux et créer plein de parallèles entre vos outils, des nouveaux outils, de vous adapter après aux différents publics, parce que quand bien même vous n'êtes pas entrepreneur, voilà, être un chercheur, c'est quelque part être un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de casquettes, du management de projet, à la communication, à la recherche de financement. Et donc, l'entrepreneuriat vous forme à tout ça, en fait. Hein. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question. Alors, il y a une autre question, et ce sera la dernière, parce qu'il va falloir qu'on conclue. La portée de tes publications ou ta capacité à mobiliser pour ta recherche peut-elle être impactée? Alors, pardon si je ne comprends pas bien la question pour celui qui l'a posée. La portée des publications. La portée de tes publications ou ta capacité à mobiliser. Peut-elle être impactée? Il manque quelque chose peut-être dans la question. Bon, désolé si on ne peut pas apporter des éléments de réponse. Non, mais en tout cas, c'est tout ce qui est mobilisation et publication. C'est important de pouvoir. Enfin, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, autant je pense quand on est chercheur que autant quand on est entrepreneur, de pouvoir que les publications trouvent leur public finalement dans les deux cas et qu'on puisse mobiliser une audience sur les publications. C'est une vraie question, c'est une vraie difficulté. Je n'ai pas encore, pour l'instant, je travaille encore dessus à essayer de trouver c'est vrai, comment apporter plus de portée à mes publications. Ouais, je pense que c'était en lien direct avec la question d'avant, sur la question de marketing et de ces outils, l'apprentissage de ces outils. Effectivement, c'est est-ce que ces nouveaux outils, ces nouvelles connaissances
t'aident, ont un impact sur la portée de tes publications et de tes recherches. Complètement. Ouais, c'est même dramatique hein, comme impact. Avant de faire toutes ces recherches sur le marketing, enfin toutes ces formations sur le marketing, le commercial, la présentation de son activité, des choses comme ça, je savais clairement pas présenter les choses et les gens pouvaient facilement me dire c'est difficile à comprendre, des choses comme ça. Sur LinkedIn, pareil, je suis encore en train de travailler. Là, je prépare des nouvelles publications pour que ça ait plus de portée, mais clairement, c'est le marketing digital, des formations comme ça qui ont aidé à ce que ça se débloque finalement, hein, parce que c'est pas une connaissance, c'est pas la même écriture, c'est même pas la même écriture que quand on écrit tous les jours, c'est vraiment une écriture particulière avec un sens particulier, une structure, une façon de raconter, un ton, et ça vient pas tout seul, hein, il faut vraiment être formé sur ces points-là. Ok. Bah, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Il va falloir qu'on te laisse. Merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à nous soumettre de nouvelles questions qu'on pourra partager avec Marjorie. N'hésitez pas à contacter directement Marjorie aussi sur son LinkedIn. On mettra en description à la fois son adresse LinkedIn, mais aussi l'adresse de son site web. Donc vous pourrez la contacter pour plus de questions. On essaiera de partager aussi le webinaire qui existera voilà, à partir de la rentrée. On partagera ça avec grand intérêt et grand plaisir. Merci beaucoup, Marjorie. Ben, merci à vous, c'était très chouette d'être là. Et ben voilà, merci pour tout. On espère se retrouver vite. N'hésitez pas à souscrire, voilà, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous poser, à nous soumettre des idées si vous avez envie qu'on fasse des interviews avec des profils particuliers sur la poursuite de carrière, sur les sciences ou sur le doctorat. Voilà, on est là pour répondre à vos besoins. Donc merci encore Marjorie et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.